Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à l'apéro Bitcoin où nous cherchons à vulgariser le Bitcoin. Je m'appelle Saïda. Et je m'appelle Manu, et aujourd'hui je vous parle depuis Madère, une petite île dans l'Atlantique, avec évidemment un bon vin de Madère, qui est un vin très doux, qui ressemble un peu à du Porto, à tester. Tu as de la chance, Manu. Effectivement, on va expliquer pourquoi plus tard je suis Oui, ici. Voilà. tout à fait. Alors, on est le mercredi 28 février. Le block height s'élève à 832 398. Le hash rate est à 589 exahash par seconde et la capitalisation en francs suisses est à 975,5 milliards de francs suisses. Ouais, c'est Pas mal. incroyable, incroyable. On arrive bientôt à 1 trillion, donc 1000 milliards de francs suisses de capitalisation pour Bitcoin. C'est beaucoup plus qu'il y a 3 semaines, car le Bitcoin a effectivement beaucoup monté ces on fait, dernières semaines. on fait bien notre boulot. En fait, on n'a rien fait. Ça se passe tout seul. Euh, Effectivement. Donc, euh, dans ce podcast, on traite de l'actualité, d'abord de l'actualité suisse, d'un point de vue bitcoiner. Mais avant de traiter l'actualité suisse aujourd'hui, on va faire un petit détour à l'international où on a sélectionné 2 sujets intéressants de politique monétaire internationale qui vont impacter la Suisse aussi. Le premier sujet, alors, ça concerne l'interview que Poutine a faite, qui a fait beaucoup de bruit, et Elon Musk qui réagit à cette interview avec un tweet très intéressant qu'on va montrer ici. We have overplayed our hand in weaponizing the dollar. It was a dumb move. Alors, Elon, il est reconnu pour ses tweets qui sont assez controversés, si je peux dire ça. Et effectivement, c'est intéressant à voir parce que comme le dollar américain, c'est le World Reserve Currency. Manu, tu peux me faire une petite traduction de Donc la c'est la monnaie de réserve? réserve globale, mondiale. Donc Tout à c'est fait. voilà, la référence. Cela donne le pouvoir aux États-Unis de dire qui peut ou qui ne peut pas utiliser le dollar américain. Donc, Elon, avec ce tweet, il explique tout simplement que en faisant ça, les États-Unis perdent un peu de leur pouvoir parce que les autres pays voient et que s'ils ne s'alignent pas avec la politique américaine, on n'aime pas, on n'est pas là pour débattre est-ce que c'est juste ou pas. Ces pays-là peuvent se retrouver dans une position où ils peuvent pas faire de trade, d'échange avec les dollars américains, ce qui a un impact assez conséquent sur l'économie. Voilà, et on l'a vu donc que les États-Unis ont exclu la Russie du système de paiement international SWIFT, et du coup, ce qui a forcé la Russie évidemment à trouver d'autres solutions. Et en fait, en faisant ça, finalement, les Américains montrent à quel point ils peuvent utiliser le dollar comme une arme de guerre finalement. Et du coup, voilà, c'est Elon Musk réagit aussi à ça en disant que c'était pas très malin parce que du coup, ça montre à tout le monde qu'en continuant à en utiliser le dollar, finalement, on continue à être dépendant de la politique américaine. Et du coup, on arrive dans une période actuellement où pas mal de pays commencent à remettre ça en question, les échanges internationaux de pétrole qui commencent à être faits en autre monnaie que le dollar désormais. Voilà, donc on est dans une période où les cartes sont un peu, ces cartes géopolitiques sont en train d'être rebrassées. Ça va être intéressant à voir Oui, comment tout ça à se fait. développe. Et bah, nous, d'un point de vue bitcoiner, c'est là qu'on se rend compte que finalement, avoir une monnaie qui est globale, mondiale, et qui n'est pas directement liée à un État, donc qui est de ce point de vue sans politique finalement, comme le Bitcoin, c'est quelque chose qui fait du sens finalement
pour le futur, pour que peut-être on puisse évoluer avec une monnaie qui soit plus neutre et qui soit pas dépendante de quelques politiciens ou agendas politiques. Et donc c'est pour ça que on Oui. apprécie Bitcoin. Oui, je reconnais que, on est en train de vivre un moment d'incertitude et étant juste, une personne moyenne, je ne peux surtout pas, prévoir comment les choses, vont se passer et du coup, pour moi personnellement, je trouve que c'est rassurant d'avoir, une monnaie, en fait, qui n'est pas, exposée à ce risque, géopolitique. Voilà, tout à fait. Et puis, continuons donc notre petit tour du monde avec un petit détour cette fois-ci en Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi la Nouvelle-Zélande impacte la Suisse? Alors c'est intéressant, nous avons ici euh, une deuxième vidéo que je vais montrer et traduire en temps réel. Donc c'est une séance avec la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui explique en gros à quel point c'est un bon business que d'être dans le business des banques centrales, puisqu'ils peuvent simplement imprimer de l'argent et que les gens continuent à croire à la valeur de cet argent. Et d'ailleurs, on entend à un moment donné le public qui rigole. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on sait déjà, mais comme tu disais, c'est quelque chose qui est assez choquant finalement d'entendre ça de la bouche d'un banquier central rigoler du fait que nous sommes assez stupides de croire que ces monnaies ont encore une quelconque valeur. Tout à fait. Je disais, c'est une espèce de dissonance cognitive parce que on était bien éduqués à faire confiance aux institutions, à faire confiance aux banques centrales. Et donc, de voir ça, c'est pas quelque chose qu'on peut voir et y croire tout de suite. Ça prend un moment pour se rendre compte qu'au final, peut-être pas. Peut-être qu'on peut pas faire confiance. Mm. Et ensuite, on retrouve Bitcoin et on plonge dans un monde à part. Voilà, tout à fait. Parce que effectivement, avec les monnaies actuelles, on se rend compte que finalement, on travaille dur chaque jour pour gagner son salaire, mettre un peu d'épargne de côté, pendant que la finance mondiale finalement se permet d'imprimer à avec n'importe quelle excuse, une crise, un Covid, etc., une guerre, voilà, on imprime en quantité de l'argent et finalement, quelque part, c'est une sorte de vol de notre énergie de travail que nous, on a investi, alors que ce système voilà, monétaire actuel peut juste créer de l'argent à partir de rien. Et donc ça, c'est un peu, effectivement, la position des bitcoiners, c'est de dire, bon, ce système ne nous convient plus trop, ça n'a pas l'air très très juste. Et en fait, on peut, en fait, en achetant du Bitcoin et en voyant les choses autrement, c'est une manière un peu de sortir un peu du système actuel, sans être forcément en opposition, mais c'est au moins de mettre un pied dans un futur qui semble plus juste. Tout à fait. Où on peut pas imprimer comme ça puisque le supply schedule est déjà figé. Voilà, il y aura 21 millions de bitcoins, jamais plus, et donc aucun être humain, aucun politicien, aucun État ne pourra tricher avec cette règle. Et du coup, ça met finalement les choses de nouveau sur un pied d'égalité. Et ça rend les incentives un peu plus justes pour travailler de manière honnête, et gagner sa croûte de manière honnête finalement, et enlever cette possibilité à, à un petit groupe de personnes de jouer avec euh, ces politiques monétaires. Même Ouais. que ils expliquent qu'ils font ça pour notre bien, évidemment. Effectivement, c'est pour réagir à une crise, etc. Et après, ils interviennent en tant que héros pour combattre l'inflation qu'ils ont eux-mêmes créée. Enfin bref, voilà. Et tout ça, c'est un peu un théâtre. Et voilà. D'un point de vue bitcoiner, c'est quelque chose qui semble un peu désormais un modèle du passé. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie
maintenir pour l'avenir, et c'est pour ça que Bitcoin est une opportunité intéressante Tout à fait. de tenter quelque chose de nouveau. Puisqu'on parlait des banques centrales aussi, une croyance qu'on a eue longtemps, c'est qu'on pensait que les banques centrales stockaient de l'or et que chaque billet de francs suisses qui était émis ou chaque billet de dollar avait sa correspondance en or dans les coffres des banques centrales. Alors ça a été vrai jusqu'à une certaine période. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. La Banque centrale suisse reste une des banques centrales avec le taux de couverture en or le plus élevé, mais je crois, sauf erreur, que c'est seulement 40%, ce qui est pas mal comparé à d'autres banques centrales. Mais en fait, en gros, une bonne partie de l'argent qui est créé aujourd'hui, c'est juste de l'impression qui n'a plus de contrepartie dans les coffres de ces banques centrales. Et c'est là que intervient désormais une initiative intéressante qui est lancée par des bitcoiners en Suisse. Tu veux nous en parler un peu, Saïda? Oui, avec plaisir. Alors, sur Twitter, il est connu comme @Zlock, donc ZLOK. On le connaît comme Yves Benjamin. Il a lancé une initiative suisse pour que le Bitcoin soit rajouté dans la Constitution suisse, tout court. Et c'est vas-y. Ah non, vas-y. C'est une initiative qui est en cours depuis quelques années maintenant. Et il est en train de faire un peu le tour des meet-ups. Yves est en train de faire le tour des meet-ups afin d'en parler davantage pour créer un peu plus de buzz et pour encourager les gens, les individus à se renseigner un peu plus sur le Bitcoin et sur ce que ça peut dire pour la Banque nationale suisse et les Suisses. Voilà. Donc l'idée, c'est parce qu'actuellement dans la Constitution suisse, on a déjà un article qui dit que la Banque nationale doit stocker de l'or. Alors c'est pas spécifié combien. Et là, l'idée, c'est de rajouter et Bitcoin. Donc rajouter un mot dans cet article pour forcer la Banque nationale suisse à stocker aussi un peu de Bitcoin. Ça ne spécifie pas la quantité. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est de très révolutionnaire, dans le sens où la Banque nationale suisse aujourd'hui a déjà dans son bilan des actions technologiques américaines comme du Facebook, etc. D'ailleurs, il y a 2 ans, la BNS a perdu passablement d'argent, notamment du fait du crash de ses actions sur le marché américain, Facebook en particulier à l'époque. Et donc, voilà, au lieu de spéculer un peu sur ces actions technologiques, il ferait certainement sens désormais pour une banque centrale, nationale, de stocker ce qui se profile comme étant l'or digital 2.0 du futur, donc le Bitcoin qui est vraiment vu désormais comme ce stockage de valeur à long terme de manière digitale, qui est donc un peu cette or version 2.0. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit maintenant se développer, un narratif qui se développe notamment aux États-Unis aussi, avec le lancement de ces ETF, etc. Donc, Ouais. ce positionnement de Bitcoin n'est plus vraiment remis en question désormais. En Ouais, tout tout cas, à fait. dans les cercles de ceux qui s'intéressent Et d'ailleurs, à la le finance. Treasury Department aux États-Unis a déjà un montant, je pense que c'est au-delà de 100 000 bitcoins qu'ils ont obtenu au cours des années avec des acteurs qui n'étaient pas forcément honnêtes. Ils ont réussi à reprendre un peu de bitcoin. Donc, de manière pas officielle, le Oui, gouvernement américain en a aussi. effectivement. Et donc là, on rentre un peu dans donc ils ont saisi ces bitcoins, voilà, auprès de criminels. Et donc là, on rentre maintenant dans un peu une sorte de période de game theory où finalement, si Bitcoin venait à s'imposer comme nouvelle monnaie de réserve globale, eh ben, il vaut mieux en avoir un peu dans ses coffres que pas du tout, et mieux on veut en avoir un peu plus tôt que les autres. Et donc, c'est un peu ce qui est en train de se jouer en ce moment, et c'est pour ça que cette initiative a pour but
de réveiller un peu la BNS. Alors, on ne dit pas que la BNS dort, hein, ils sont très au courant de ce qui se passe Tout à fait. dans Et ils voilà, avec assistent aux réunions aussi, oui. tout à fait. Et oui, ils sont même venus présenter aux réunions, aux conférences Bitcoin, effectivement. Ouais, Mais là, c'est une manière pour le peuple suisse d'envoyer un message pour dire, voilà, faites attention, et surtout pour amener ce débat aussi dans la population suisse. Parce que peut-être certaines personnes ne sont encore pas tout à fait réveillées sur le sujet. C'est aussi le but de ce podcast. Et voilà. Et donc pour ceux qui connaissent bien Bitcoin et qui voudraient aider à cette initiative, on va mettre le lien dans la bio. On vous invite à suivre le compte Twitter. Parce qu'arrivera un moment donné plus tard où il faudra collecter des signatures et le but c'est d'arriver justement à ces 100 000 signatures afin que l'initiative soit officiellement déposée devant le peuple. Et donc voilà, c'est là que on compte sur les bitcoiners, leurs amis, leurs familles, leurs collègues euh, pour arriver à ces 100 000 signatures et créer un débat intéressant ensuite tout à en fait. Suisse. Étant Suisse maintenant, je suis très, comment dire, je trouve que j'ai beaucoup de chance de pouvoir participer à une telle initiative. Et la démocratie directe, c'est autre chose. Je n'ai jamais vécu ça au Canada. J'ai vécu 1 an en France, étant étudiant, donc ça ne compte pas. Mais c'est la première fois que je vis dans un pays où je sens que c'est possible de même pas faire un changement, mais juste d'amener un sujet de discussion niveau national. C'est cool. Mhm. Et si, vas-y. Oui, c'est bien un pays dans le monde où on peut faire ça, où on a encore cette chance de déposer ce genre d'initiative, ben c'est la Suisse. Et Ouais, donc du coup, voilà, ça rend cette initiative Bitcoin Suisse encore plus importante. Et là, voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va faire pas mal de bruit mondialement, j'imagine. Et donc on compte sur le support de tout le monde pour amener ce débat. ouais. Juste déjà parler de la question, c'est déjà un grand succès. C'est énorme, ouais. Alors, donc, comme Manu a dit, on va mettre le lien dans les notes de cet épisode. Mais déjà, vous pouvez suivre @initiative BTC sur Twitter et Zlak ou Yves Benjamin. Il sera le 29, donc demain, le 29 février à Biel. Le 6 mars à Genève, à notre meet-up, j'y serai. Manu sera toujours à Madère. Le 14 mars à Neuchâtel, le 11 septembre à Lausanne et le 25 septembre à Delémont. À confirmer, Zug, Zurich, Vevey, Montreux et Colombie, Colombais, probablement, ouais. Colombie. Voilà. Mhm, peut-être. Et normalement aussi, il y a le pendant de cette initiative en Suisse allemande, normalement, à voir comment ça va se développer, mais voilà, il faudra évidemment une coordination au niveau national pour arriver à ces 100 000 signatures. Donc Ouais, on vous tiendra au courant, mais préparez-vous. ouais, Voilà. tout à fait. Non, Et reste pour en Suisse. Oui, ben il y oui, a des restons en bonnes nouvelles. Suisse. Oui, oui, oui. Oui, Vas-y, incroyable, dites-nous. incroyable comment les choses changent et évoluent. Donc, vous avez certainement entendu l'annonce de PostFinance qui désormais permet l'achat de Bitcoin depuis son interface de e-banking. Alors, voilà, donc PostFinance qui a toujours été vu un peu en Suisse comme cette banque un peu fintech, donc un peu en avance sur les technologies financières. Euh, à l'époque, c'était parmi les premiers à avoir du e-banking en Suisse. Maintenant, tout le monde a du e-banking. Et là, ils sont parmi les premiers de nouveau à euh, présenter cette offre crypto. Alors, il y a au grand public, on va dire, de manière très simplifiée. Et donc, j'ai testé pour vous. Je vais vous montrer quelques screenshots. C'est assez simple. En fait, vous allez dans l'interface investissement offre de PostFinance pour vous sélectionner crypto pour ouvrir ce nouveau produit. Et vous arrivez dans une interface PostFinance, voilà, on reconnaît bien l'interface très épurée, facile d'utilisation.
avec un bouton acheter, ce qui vous permet d'acheter facilement du Bitcoin. Et j'ai fait le test pour vous il y a une semaine. J'ai acheté 200 francs suisses de Bitcoin et en une semaine, il a déjà pris près de 15%. Bon, on a eu de la chance cette semaine-là, il est en train de monter. Il est en train de The monter beaucoup. pump. Mais oui, mais pourquoi ça monte autant, Saïda? Alors, je ne sais pas. Je dirais tout simplement, c'est une réponse un peu bête, mais c'est les dynamiques de l'offre et la demande. Alors, on parle de post-finance. Il y a un mois, il y a BlackRock, Fidelity, ARK Investment, etc. Plein d'asset managers qui ont été approuvés pour offrir un produit ETF au grand public. Et tout simplement, il faut qu'ils achètent. C'est des demandeurs. Le Bitcoin, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, le supply, l'offre est déjà prédéterminée. On ne peut pas changer le nombre de Bitcoin que les mineurs reçoivent pour chaque bloc. Et du coup, il y a un moment où la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, en ce moment, les mineurs peuvent trouver 900 nouveaux bitcoins par jour. D'ailleurs, cette quantité d'offres va être divisée par deux dans quelques semaines avec le halving qui arrive. On en reparlera. Donc, après le halving, ce sera plus que 450 bitcoins par jour qui seront émis par le système. Donc, actuellement, on a 900 bitcoins par jour émis et les ETF, il y a 2 jours, on a acheté 9000 en une journée. Voilà, donc la demande est 10 fois plus forte que l'offre. Et donc, dans ces conditions, il y a une seule chose qui peut s'ajuster dans le système Bitcoin, c'est le prix, parce qu'on ne peut pas en faire plus vite, plus de Bitcoin. Donc, la seule variable qui s'ajuste, ben, c'est le prix. Et donc, du coup, ça monte. Et probablement que pour le reste de l'année et le début de l'année prochaine encore, on pense que ça va encore monter fortement. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire ce week-end et que vous êtes un client post-finance, mais que vous n'avez pas le Ouais. temps de comprendre la complexité technique de Bitcoin, au moins un premier pas intéressant, c'est d'aller dans cette interface post-finance et pour acheter un peu de Bitcoin. Alors là, il faut être très clair qu'en faisant ça, vous achetez pas vraiment du vrai Bitcoin qui vous appartient. Voilà. C'est Post-Finance qui va acheter le Bitcoin, qui va le garder chez eux. Ils vont vous dire, vous avez un Bitcoin, mais en fait, techniquement, vous n'avez pas la possibilité ensuite de prendre possession de ce Bitcoin. Vous n'avez pas la possibilité de le virer sur votre propre wallet, portefeuille Bitcoin. Vous aurez que la possibilité, pour l'instant du moins, de le revendre plus tard contre des francs suisses. Donc en fait, ça vous donne une exposition à la variabilité du prix de Bitcoin. Donc c'est intéressant d'un point de vue investissement, mais c'est pas tout à fait la même chose qu'être détenteur de ses propres Bitcoins avec le self-custody, etc. Qui est l'étape d'après peut-être, qui prend un peu de temps à comprendre et qu'on expliquera certainement en long et en large dans de futurs podcasts aussi. Mais il y a déjà plein d'informations disponibles sur Ouais. Internet. Il suffit de chercher et c'est très facile finalement à trouver l'information. Quand j'ai commencé au tout début, bien sûr, il n'y avait pas cette offre de post-finance, mais je suis un peu reconnaissante parce que j'ai fait le Bitcoin ETF à Manor, donc mon wallet en papier, j'ai fait les cartes. Il y a quelques années, j'ai trouvé Relay, l'application Relay. Et c'est intéressant parce que dans ce petit pays, il y a tellement de diversité dans l'écosystème pour n'importe qui en fait. Bien sûr, il y a l'application aussi Peach Bitcoin qui permet d'en acheter en pair à pair, qui est intéressant. Et du coup, ce nouveau produit de post-finance va certainement attirer un grand nombre de retail investors, comme on dit, mais ça serait intéressant de voir quel pourcentage de ces investisseurs
décide enfin de faire du self-custody et décide d'acheter en pair à pair ou avec une autre application comme Relay. Voilà, tout à fait. Mais sachant que le pas le plus important, c'est le premier pas, c'est d'en acheter un petit peu. Pour moi, pour apprendre, il fallait que je joue avec également. Alors, au début, j'étais vraiment toute seule dans mon coin. Donc, j'avais mon ordi et mon Attel et je m'envoyais comme des satoshi, en fait, pour comprendre comment ça fonctionne. Et parce que il n'y avait pas d'autres offres disponibles à ce moment-là. Et j'espère pour les clients de PostFinance ou même que PostFinance offre une solution self-custody pour que les gens voient un peu la magie qui est le Bitcoin. Mhm. Et puis c'est là qu'effectivement on a beaucoup de chance en Suisse, où on a pas mal d'avance aussi, et il y a pas mal d'options avec PostFinance Relais et d'autres applications. Donc finalement il y a peu d'excuses pour pas faire Ouais. le pas. Donc voilà, on invite vraiment tout le monde à se renseigner sur le sujet et à commencer à investir un petit montant qui vous semble euh, confortable. Il y a la possibilité aussi dans cette interface de faire un achat régulier chaque mois, automatique, ce qui est très intéressant. On va le montrer encore après pourquoi cette stratégie d'investissement régulière euh, est intéressante. Et juste un dernier point, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, si vous voulez mettre un peu d'épargne de côté avec des produits traditionnels tels que e-deposito dans PostFinance, en fait, vous recevez un taux d'intérêt qui est entre 0,25 et 0,8% par année d'intérêt sur vos dépôts, donc c'est très très peu. On rappelle que Bitcoin a une performance annuelle sur les 10 dernières années en moyenne de 150%. 150%, voilà, ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça va peut-être être moins, ça va peut-être être plus, l'avenir le dira, mais alors c'est clair qu'il y a beaucoup plus de volatilité avec Bitcoin si il faut pouvoir aussi le garder pendant une période assez prolongée pour éviter de sortir au mauvais moment. Mais là, on le voit ici, 15% en une semaine, c'est déjà presque 30 fois, enfin, 60 fois plus que, que les intérêts qu'offre la finance traditionnelle. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder. Right. And this is not financial advice. Non, On vous effectivement. encourage à explorer. Voilà, effectivement. Chacun, et surtout, comprendre ce que vous achetez. Et voilà. Nous, on n'est pas là pour vendre. On est convaincu, évidemment, on s'assoit. Euh, mais c'est à chacun de faire ses décisions d'investissement, effectivement. Et en Voilà. parlant de décision, est-ce qu'on peut faire notre DCA pour voir où ça en est? Mais oui, donc, il y a 3 semaines, au dernier épisode, on vous avait montré ce graphique. Alors, rappelle-nous, Saïda, combien on Alors, avait on avait investi? dit, le setup, c'était si on mettait 50 francs toutes les semaines à partir de janvier 2018 et end date, la fin janvier 2024. Combien est-ce qu'on aurait en unrealized gains? Donc, l'hypothèse, c'est qu'on ne vend pas les bitcoins. Le montant investi, c'était 15 700 francs suisses. Et le montant, comment dire, les gains, c'était 49 000 francs suisses. Avec 50 balles toutes les semaines, au lieu d'acheter une pizza ou je ne sais pas quoi, tu achètes un peu de Bitcoin et voilà le résultat. Avec, comment est-ce que tu appelles ça, Manu, un plus-value? Do you say Une plus-value, oui, plus de 30 000 francs et une performance de voilà, performance de. plus de 200%. Là, c'était 212%. On avait arrondi à 200% la dernière fois. Ouais. Euh, Mais les Mais 12%, ça compte pour quelque chose aussi. c'est pas rien. Effectivement. C'est vrai que dans le monde Bitcoin, du coup, on est habitué à des chiffres qui sont tellement plus grands que, voilà, on fait vite d'arrondir. Ça varie tellement, mais effectivement, 12%, c'est pas rien. Donc c'était 212%. Mais ça, c'était il y a 3 semaines. Et Mhm. depuis, le prix a bien augmenté. Donc, si on refait le calcul aujourd'hui, à combien arrive-t-on?
Et ben voilà les nouveaux chiffres. Donc là, on a depuis investi 400 francs de plus, 16 100 francs en 3-4 semaines de plus. Et on arrive à une valeur de près de 69 000 francs suisses. Donc c'est déjà... Voilà. Bon, là, on est dans un moment un peu exceptionnel, mais c'est incroyable. Ça veut dire que c'est 20 000 francs de plus que la semaine qu'il y a un mois en arrière. Donc, en fait, c'est une plus-value de 20 000 francs en un seul mois, en ayant investi 50 francs par semaine depuis 6 ans. Donc voilà, ça explose absolument toutes les stratégies d'investissement traditionnelles, le troisième pilier, etc. Voilà, ça reste très volatile, hein, donc et c'est vrai que la volatilité va dans les deux sens. On voit aussi ici sur la courbe, par moment ça descend, mais ce qu'on voit sur cette courbe qui est très intéressante, parce que la ligne noire, c'est ce qui a été investi, et la ligne bleue, c'est la plus-value, c'est la valeur actuelle. On voit que cette stratégie d'achat régulière, en fait, protège aussi contre les périodes de déclin. Et en fait, ça restait, alors avec ces dates-là, ça restait en positif sur toute la période, même pendant que Bitcoin a perdu ici près de 60%, un peu plus même, je crois. Cette stratégie d'investissement restait positive. Et en fait, actuellement, même si vous aviez commencé cette stratégie d'investissement au sommet ici, au pire moment, au sommet précédent, avec cette stratégie d'investissement, vous êtes actuellement, et déjà depuis plusieurs mois, en positif. Voilà, donc c'est pour ça qu'on recommande, enfin que cette stratégie est recommandée généralement. C'est pour éviter de tout acheter au plus haut. Et voilà, ça permet de lisser la performance. Et donc voilà, maintenant, surtout cette année, à quelques semaines du halving, c'est pas forcément une mauvaise période c'est plutôt une bonne période pour commencer Apprendre. à apprendre. Et voilà. Et voilà. Et Bah, donc, ça fait déjà 35 minutes, on est bien là. mais oui, et donc pour conclure et pour apprendre surtout, comment apprendre, il y a plusieurs manières. Il y a effectivement pas mal d'informations en ligne. Il y a aussi les conférences. C'est aussi pour ça que je suis ici à Madère cette semaine, parce qu'il y a une très grosse conférence Bitcoin avec des Bitcoiners très connus qui viennent du monde entier pour parler euh, de, échanger des idées, essayer d'imaginer ce futur. Parce qu'on est un peu, quand on est dans Bitcoin actuellement, on est un peu comme en 1995 avec Internet. On sent qu'on est au début de quelque chose. C'est une technologie qui est prête désormais. Ça a pris 15 ans désormais. Il y a 15 ans déjà d'historique sur cette technologie. Donc, on sait maintenant que ça fonctionne, c'est sûr, c'est robuste, et on sent qu'il y a vraiment un momentum qui est en train de se développer. Voilà. Comme au début d'Internet, au début c'était très compliqué à utiliser, c'est très technique, et après ça s'est démocratisé. Voilà, on est un peu dans cette période, et du coup on a un peu cette ébullition, et on essaie tous de comprendre en fait finalement où on va, qu'est-ce que ça va changer. On sait que ça va changer beaucoup de choses. Ouais, tout à Euh, fait. Ça, ouais. Et oui, ça change beaucoup de choses de manière que des choses financières, matérielles, mais je trouve aussi dans mon comportement, je parle personnellement, ça m'a ouvert les yeux à plein de choses et je reconnais que même si des fois on peut dire que les bitcoiners ou des maximalistes sont un peu, c'est un culte, etc. Je trouve que le changement, pour l'instant, est pour le bien. Et donc, je suis reconnaissante. C'est vrai que vu de l'extérieur, et d'ailleurs on m'a fait la remarque encore hier soir avec quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui a participé à un barbecue ici entre Bitcoiners, vu de l'extérieur ça peut donner un peu cet aspect sectaire, communautaire, religieux quasiment. Mais en fait, euh, voilà, la différence d'une secte, c'est qu'en fait ici on n'est pas en train de donner de l'argent à un gourou ou à une Oui. entité centrale ou je sais Non. pas quoi, des extraterrestres, que sais-je. Euh,
Donc, quand vous achetez des bitcoins, c'est vos bitcoins, ça reste les vôtres, hein. Il n'y a personne qui va pouvoir venir derrière vous les piquer si vous les sécurisez correctement. Mais la raison pour laquelle on se rassemble de cette manière, c'est que on est vraiment très optimiste sur Ouais. le futur et sur l'impact qu'aura cette technologie pour le futur. Et donc, on a juste envie de partager, de discuter et puis passer un bon moment ensemble. Aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai la voix un peu cassée ce matin. Les, Ouais, tu les- fait la fête hier soir. ouais, les soirées sont assez longues. Et donc, hier, il y avait par exemple un barbecue qui était organisé par des bitcoiners et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un barbecue où tu arrives, tout est gratuit, tu avais de la viande à profusion, de la bière à profusion, tout était gratuit, organisé de manière décentralisée, on va presque dire, par des bitcoiners. Et en fait, il y avait un QR code et en fonction de ce que tu consommais, tu pouvais ou pas faire une donation à ceux qui avaient organisé ce barbecue. Et c'est vraiment un état d'esprit voilà, très collaboratif et du coup tu rencontres des gens du monde entier et c'est vraiment parce que c'est vraiment mondial hein, et donc du coup il y a des gens du monde entier qui viennent à ces conférences et c'est vraiment très intéressant et c'est une énergie très positive. Ben, j'ai Voilà. hâte de vous rejoindre demain. J'ai, Ben euh, oui, je ne fais pas autant de temps que toi, mais quand même, je peux ouais, au moins rester quelques jours sur place pour voir. ouais. Oui, et puis en plus Madère, c'est magnifique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une très belle île. Il fait très bon, là c'est printanier comme température. Les paysages sont magnifiques, le vin est bon, la viande excellente. Voilà. Bon, Pour une prochaine fois bah, peut-être. parfait. Ouais. Voilà. Bah, parfait, c'est parfait tout ça. Bah, du coup, suivez-nous, c'est la fin de l'épisode. Suivez-nous ici sur YouTube et aussi sur le compte Twitter, parce qu'on a un compte Twitter maintenant, et c'est @apérobitcoin. Voilà, merci à tous. Aussi, appuyez sur le petit pouce là sur YouTube, ça nous fait plaisir. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions, et puis voilà, on espère vous revoir tout bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao, ciao.